Bonjour. Bonjour à tous, il est 15 heures tapantes et on va démarrer donc cette table ronde que je suis très heureuse de modérer. Je m'appelle Alexandra Ben Saïd, je suis journaliste à France Inter. On a une table ronde internationale de très haut niveau et je m'en réjouis, mais du coup, certains des panélistes vont nous parler en anglais. Donc si vous n'avez pas votre casque et si vous croyez avoir besoin d'un casque, n'hésitez pas. Cette table ronde, elle s'intitule Comment favoriser l'essor d'une nouvelle classe moyenne ? Je ne sais pas vous, mais moi, en tant que journaliste, je me demande tout de suite qu'est-ce que c'est la classe moyenne. Vous savez qu'on a beaucoup de débats. Ça nous intéressera sans doute de savoir ce que nos panélistes ont à dire sur leur définition. Et en préparant cette table ronde, je vous avoue que je ne l'avais pas réalisée, mais je me suis rendu compte à quel point le sentiment des classes moyennes, leur inquiétude, l'inquiétude d'un déclassement ou d'une difficulté à vivre, ce petit malaise-là, il est perçu à différents endroits du globe de plus ou moins grande façon, mais il y a quand même quelque chose de commun. Donc cette table ronde, on aimerait bien qu'elle nous permette de faire la photo, mais aussi de profiter de cette incroyable vision de chacun de nos panélistes que je vais vous présenter dans 3 secondes pour nous donner des outils. Est-ce qu'il y a des grands choix à faire? Selon quels termes? Est-ce qu'il faut parler revenus? Est-ce qu'il faut parler patrimoine? Est-ce qu'il faut parler services publics? Qu'est-ce qui fait qu'on favorise une classe moyenne? Je vous présente donc par ordre, on va dire, plus lointain de moi. Je salue tout d'abord la ministre de l'économie de l'Inde qui est venue jusqu'à nous, Madame Nirmala Sitharaman. Hello, welcome. Ministre des Finances de l'Inde, vous appartenez au parti BJP. Et est-ce que vous voulez bien nous dire depuis quand vous êtes ministre des Finances? Moi, j'ai noté 2019, mais j'ai l'impression que vous étiez déjà là depuis bien longtemps, plus longtemps avant. Do you have a microphone? From 2019. Cela fait depuis 2019 que je suis ministre. 2019. Je salue également Madame Nadia Feta, ministre de l'économie et des finances du Maroc. Bonjour à vous, merci d'être avec nous. Je salue Véronique Bédag, PDG du groupe Nexity. On va pas mal parler de logement, hein. Vous verrez que c'est un point commun sur les problématiques de classe moyenne. Et je salue à mes côtés Monsieur Joaquim Miranda Sarmento, le ministre des Finances du Portugal. Bonjour et bienvenue. On est ensemble jusqu'à 16h. Il va y avoir un propos liminaire de chacun des intervenants. Ensuite, il y aura une séance de questions-réponses. J'espère que vous avez plein de questions parce qu'ils ont plein de choses à nous apporter, nos panélistes. Et tout d'abord, je vais passer la parole à l'économiste du Cercle des économistes qui a pensé le cadrage, qui a pensé cette table ronde. C'est Patrick Artus. Merci Alexandra. Bon après-midi à tous. Donc, que peut-on dire de la classe moyenne et des problèmes que rencontre la classe moyenne? Je voudrais déjà dire que certainement l'Europe ne doit pas adopter le modèle des États-Unis. Aux États-Unis, la consommation des 20% d'Américains qui sont autour du revenu médian, c'est la définition de la classe moyenne, c'est un revenu un peu inférieur ou un peu supérieur au revenu médian, qui est le revenu au milieu des distributions des revenus. Donc cette consommation est de 1 300 milliards de dollars, alors que la consommation des 20% d'Américains les plus riches est 10 fois plus élevée. Donc il y a une inégalité majeure, massive, dans la consommation, dans les revenus, dans le patrimoine aux États-Unis. Et donc on ne veut pas, en Europe, avoir cette évolution qui étire les inégalités de revenus et de pouvoir d'achat. Alors, je vais maintenant, puisque nous allons entendre des analyses qui portent sur l'Inde, sur le Portugal, sur le Maroc, je vais illustrer mon propos par le cas de la France. Et je vais vous dire quelles sont les causes du malaise de la classe moyenne en France, et qui est clair, hein, quand vous regardez tous les sondages. Les Français qui appartiennent à la classe moyenne disent qu'ils ont peu confiance en l'avenir, qu'ils pensent que la situation de leurs enfants sera pire que la leur, etc. Donc il y a clairement un malaise de la classe moyenne.
Et il y a plusieurs causes objectives à ce malaise de la classe moyenne. La première, c'est la différence entre les progrès du niveau d'éducation et l'évolution de la structure des emplois. Si vous regardez la proportion de Français qui ont un diplôme supérieur à Bac+3, c'est-à-dire de mieux qu'une licence, elle est passée en 20 ans de 9% à 25%. Et donc vous avez une très forte augmentation du niveau d'éducation moyen de la population. Mais maintenant, si vous regardez les emplois qui sont accessibles aux Français de la classe moyenne, c'est-à-dire des emplois intermédiaires, des emplois moyennement qualifiés, le nombre de ces emplois a baissé de 6%. Le marché du travail se bipolarise. On crée des emplois soit très qualifiés, soit très peu qualifiés, et on détruit des emplois modérément qualifiés au milieu de l'échelle des qualifications. Donc, on a des Français de la classe moyenne qui sont nettement mieux qualifiés qu'il y a 10 ans ou 20 ans, et pour lesquels moins d'emplois sont disponibles, ce qui veut dire qu'ils seront déclassés dans l'emploi. Et donc, ça, c'est une première cause de frustration de la classe moyenne. Deuxième cause de difficulté, de frustration de la classe moyenne, c'est le fait que le système scolaire, le système éducatif, ne corrige pas du tout les inégalités de situation familiale. Le système scolaire ne participe pas à ce qu'on appelle l'ascenseur social. Juste un chiffre, vous savez que l'INSEE publie ce qu'on appelle des tables de destinée, qui vous montrent quelle est la catégorie socio-professionnelle des enfants de parents venant de différentes catégories socio-professionnelles. Si vous prenez les Français dont le père était ouvrier ou employé, ils ont 60% au moins de chances, de probabilité d'être eux-mêmes ouvriers ou employés. Ils n'ont que 15% de probabilité d'être cadre supérieur ou profession libérale. Donc il y a un immobilisme social extrêmement fort en France, et pour lequel probablement qui a ses causes dans le système éducatif, comme je le disais à l'instant. Et quand vous regardez les différentes enquêtes de performance du système éducatif, vous connaissez tous l'enquête PISA, il y a l'enquête Teams qui mesure le niveau des jeunes en maths, en sciences et en différentes sciences. Quand vous regardez ces enquêtes, la France est le pays, même plus que l'OCDE, est un des pays de la planète où la différence de statut social des parents a le plus grand effet sur la différence de performance scolaire. Si vous prenez, par exemple, l'enquête Teams ou l'enquête PISA, et vous regardez l'écart de notes PISA des enfants en maths, par exemple, des enfants qui ont des parents de classe favorisée et des enfants qui ont des parents de classe défavorisée. Cet écart est énorme. Il est beaucoup plus élevé que dans les autres pays. Et par exemple, même par rapport aux autres pays européens, mais il est beaucoup plus élevé que la Finlande, que l'Inde, etc., et que les pays d'Europe du Sud. Et donc on a vraiment un problème d'immobilisme social qui naît du fait que le système éducatif perpétue les inégalités sociales héritées des parents. Attention, alors, Patrick, plus qu'une minute. Oui, je tiens une minute. Alors, troisième problème, c'est le poids des dépenses contraintes. Les dépenses contraintes sont les dépenses auxquelles on ne peut pas échapper. Donc, c'est les dépenses de logement. Donc, Véronique va parler beaucoup des problèmes de logement. Les dépenses d'assurance, les dépenses de cantine, etc. Pour la classe moyenne, ces dépenses contraintes représentent 35% du revenu, alors que c'était 20% il y a 20 ans. Donc, le poids des dépenses contraintes augmente en permanence. Quatrième et dernier problème, c'est le fait qu'il y a un énorme écart entre les salaires bruts et les salaires nets. Vous savez que l'OCDE mesure ce qu'il appelle le tax wage, c'est l'écart entre le coût du travail pour l'employeur et le salaire net reçu par le salarié après impôt. Cet écart est de 1 pour 2. Le travail coûte 2 fois plus cher en France à l'employeur que ce que le salarié reçoit, et c'est beaucoup plus que dans la moyenne des pays européens ou de l'OCDE. Et donc, dernier sujet de frustration. Donc, quelle solution? Juste en 10 secondes. Eh bien, il faudrait être capable de redévelopper des emplois correspondant aux qualifications de la classe moyenne,
Et ce n'est pas du tout évident, surtout dans un monde où la nature des emplois va être beaucoup affectée par l'intelligence artificielle. Il faut évidemment réformer le système éducatif. On ne peut pas garder un système éducatif qui en fait a comme objet de classer les enfants et de sélectionner une élite, et n'a pas comme objet de faire monter le niveau de compétence de l'ensemble des enfants. Et il faut faire une réforme fiscale pour décharger les cotisations sociales et reporter les impôts sur probablement la TVA. Et puis, il faut rendre, je n'ai pas parlé des inégalités patrimoniales, mais elles sont majeures, il faut rendre les produits financiers sophistiqués, en particulièrement les actions, accessibles à la classe moyenne, qui trop souvent n'épargne que dans des produits financiers peu sophistiqués et ayant des rentabilités faibles. Voilà, Alexandra, ce qu'on pouvait dire en introduction. Merci, Patrick Artus. Donc, il nous a fait la photo de la France et les outils. Il nous a mis sur la table tous les outils qu'on peut imaginer vus d'ici. Ce qu'on n'a peut-être pas encore dit, c'est que la classe moyenne, ce qu'on entend, c'est que politiquement, c'est désirable. Économiquement, c'est de la croissance, de la consommation. Donc, on va voir. Je vais donner la parole à Madame la ministre des Finances d'Inde, Madame Sitharaman. Quelle est la situation pour les classes moyennes en Inde, dans votre pays? Longtemps, on a dit que c'était le moteur de la croissance indienne. Je crois que c'est 140 millions de personnes aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une inquiétude pour cette classe moyenne dont on peut lire parfois qu'elle est fracturée? Merci beaucoup. Merci de me donner l'opportunité de prendre la parole. En Inde, la classe moyenne est le moteur de l'économie. Depuis la fin de la pandémie, l'Inde est restée la grande économie qui a évolué le plus. La consommation est basée sur la classe moyenne. Elle dépend de l'activité économique qui est cyclique. 31% de la population indienne est issue de la classe moyenne aujourd'hui. Depuis 1995, soit quelques années après l'ouverture de l'économie indienne était plutôt fermée auparavant, sous le modèle précédent, mais de 1995 à 2021, la classe moyenne a un taux de croissance de 6,3% par an. Et selon les projections de l'OCDE, l'Inde va surpasser la Chine en termes absolus pour la taille de sa population, pour la population de la classe moyenne entre 2030 et 2035. Cette étude a également montré un grand changement au niveau de la consommation de la classe moyenne indienne. Près de 500 villes devraient devenir les nouveaux centres de l'activité économique. Il y a aussi des données plus récentes, mais je vous en parlerai plus tard. Et en 2036, nous pensons que 93% des dépenses totales en Inde seront dues à la classe moyenne et à la hausse de la consommation. 93% des dépenses à la consommation proviendront de la classe moyenne et encore une fois, cette classe moyenne ne se concentre pas dans les métropoles. Ça, c'est important. D'ailleurs, les économistes disent que lorsque la consommation est concentrée dans des centres très riches, mais le modèle indien a montré un développement tel que la classe moyenne n'est pas seulement présente à Calcutta, New Delhi et les autres grandes villes, ces villes dont vous entendez toujours parler. Au contraire, la classe moyenne se trouve dans des villes plus petites. Ainsi,
La classe moyenne se répartit entre toutes les villes, mais hors des métropoles. Ainsi, la classe moyenne est donc considérée comme le moteur de la croissance. Et c'est grâce à elle que l'économie se développe, qu'elle croît. Je vous ai parlé d'une croissance de 6,3%. Alors comment les gens basculent dans la classe moyenne ou montent dans la classe moyenne? Plusieurs programmes ont été lancés de manière délibérée. Premier objectif, faire rentrer ces personnes dans le système bancaire, l'inclusion bancaire. Le Premier ministre Modri est arrivé au pouvoir en 2014. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a permis d'ouvrir des comptes bancaires d'une telle façon qu'aujourd'hui, 248 millions de personnes sont sorties de la pauvreté multidimensionnelle. C'est un terme du FMI. Et ces personnes ont pu ainsi accéder au système bancaire en ouvrant un compte bancaire. D'ailleurs, il y a plusieurs observateurs qui ont commenté ce qui se passait dans l'économie indienne. Et à l'époque, lorsque nous avons lancé le programme, nous avons été critiqués. On nous a dit « Mais comment allez-vous maintenir ce service? Ces gens ne peuvent pas payer les frais. Ils ont un compte avec un montant minimum. » Mais ils ont quand même réussi à ouvrir un compte. Et je dois vous dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre eux tirent encore profit de ce compte bancaire, car ils ont pu avoir un prêt souverain garanti à des taux préférentiels. Normalement, lorsque vous allez dans une banque pour dire « j'ai besoin d'un prêt pour lancer une entreprise », on vous demande des garanties. On vous demande de mettre une garantie sur votre logement, sur votre bien immobilier. Monsieur Modi a dit « Je veux que ces gens puissent ouvrir un compte à un taux préférentiel et je serai leur garantie ». Donc la garantie a été concédée à travers une agence qui est devenue un garant. Et certaines de ces personnes ont eu d'abord un prêt du premier niveau et ils ont évolué au niveau 2, au niveau 3, car ils ont fait des performances ils ont une approche très sage et prudente. Nous pensons donc que c'est ce qui a aidé. Et il y a aussi la connectivité qui a joué son rôle. Désormais, on peut tous utiliser notre téléphone pour vérifier notre compte en banque. On peut mener notre entreprise en utilisant des codes QR. Et nous, ce qu'on a décidé, c'est que l'on devait pouvoir faire ça sur des téléphones et pas que des smartphones sophistiqués. Ainsi, on souhaitait que cette possibilité soit disponible également dans toutes les langues régionales. Et la connectivité numérique a aidé ces personnes à faire évoluer leur entreprise. Ils ont pu vendre et acheter à travers un système numérique. Et cela a amélioré la préparation bancaire et la banque les a acceptés. Un soutien politique a été assuré pour s'assurer que la GST, une taxe indirecte, soit valable pour tous les produits. La consommation est très élevée et le taux de GST, le nombre de taxes GST prélevées augmente. Et cela concerne les entreprises que j'ai citées, mais aussi tout type d'entreprise. Et ensuite, nos économistes plus respectés nous ont parlé d'éducation, de formation, d'éducation. Et nous fournissons une allocation
et nous allouons une partie de notre budget à la construction d'auberges de jeunesse dans tous les quartiers. Ainsi, il y a le gouvernement central, puis le gouvernement local et enfin le gouvernement du district. Nous avons également pris des dispositions budgétaires pour fournir des auberges de jeunesse dans tous ces quartiers pour ces jeunes gens qui étudient les disciplines scientifiques. Ainsi, ces étudiants, ils viennent s'installer dans ces auberges de jeunesse qu'ils payent un prix abordable. Ils étudient et je suis ravie de vous annoncer que nous fournissons des formations afin que ces personnes puissent se former en matière de communication numérique. Et c'est un secteur très important pour l'Inde. Et cette industrie contribue également grandement à Netflix, par exemple. Ainsi, nous avons investi dans les talents. We've established. Please. I understand. I'll come to a conclusion for my initial opening statement. Il y a 5 villes universitaires qui proposent des formations pour les jeunes. Nous investissons donc à mettre de l'argent entre les mains de notre population. Dernier point, et avec ceci je conclus. Par le passé, seules les personnes qui gagnaient 0,25 millions étaient affranchies l'info. Nous avons soulevé la barre pour arriver à 1,2 million de roupies qui sont aujourd'hui exonérées d'impôts sur le revenu. Et cela permet aux personnes d'avoir plus d'argent dans la poche et cela permet d'alimenter le cycle de consommation. Ça fait augmenter la consommation et la consommation devient le moteur de la croissance indienne. Dernier point, la santé. Chaque famille reçoit 5 lakhs roupies tous les ans pour les dépenses de santé. Ce sont des dépenses qui n'ont pas engagé eux et cela permet d'aller dans les pharmacies où ils peuvent acheter des médicaments génériques pour traiter des maladies courantes. Cela a conduit à une réduction de 18% des coûts des médicaments pour les familles. On soutient la classe moyenne par ces différentes mesures et cela permet à la classe moyenne de devenir le moteur de la croissance indienne. Merci beaucoup, Madame Sitaraman. Par l'Inde actuellement, on a entendu parler de fiscalité, d'inclusion bancaire, de système éducatif, d'accès au numérique. Au Maroc, que se passe-t-il? Je vais peut-être poser la même question à vous, Madame la ministre Feta. Où en est la classe moyenne marocaine? Quelle photo en faites-vous? Et est-ce qu'il y a une inquiétude, un malaise, un ras-le-bol que vous ressentez et que vous prenez en compte? Bien. Merci beaucoup. Peut-être qu'on va juste imaginer ensemble une famille dans la région de Bni Mellel, qui est une région, on va dire, près de la montagne agricole. Il y a 25 ans, un couple moyen, c'était un enseignant avec une femme au foyer, ou il y a 30 ans peut-être, et dont le fils était pour le premier de la famille ou de la commune qui allait à l'université. Cette même famille aujourd'hui, c'est un couple d'enseignants, les deux sont enseignants, et leur fille est en train de choisir est-ce qu'elle va faire filière médecine et filière ingénierie. Et ça, c'est la démographie, mais c'est aussi des politiques publiques patientes, lentes, pas parfaites, mais qui sont là. Alors par rapport, et je pense qu'on est dans le même cas avec quelques pays ici, la classe moyenne chez nous grandit. On est à 58% depuis 2014, c'est 1,6 million de personnes en plus. C'est aussi beaucoup de travail, beaucoup de, on va dire, d'avancées. Mais avant de dire ce qu'on fait, ce que je veux vous dire,
C'est parce que je crois que les rencontres aujourd'hui, c'est de parler de repères dans un monde sans repères. Et c'est précisément la classe moyenne qui vacille en fait comme repère. Donc chez nous aussi, alors même qu'on est encore sur la voie du progrès, on l'entend. Et qu'est-ce qu'on entend? On entend que pour une partie, ce n'est pas une réussite, la classe moyenne. Pourquoi? 2 raisons. C'est parce qu'ils veulent plus, ça c'est bien, ça me donne plus de travail, mais c'est bien. Et c'est parce qu'ils ont peur, 3 je vais dire, ils ont peur pour leurs enfants. Parce qu'ils seront mieux que moi, parce que tout le monde veut que ses enfants aillent mieux que lui, et parce qu'on a vécu tous les mêmes crises, et l'inflation et le prix de l'alimentaire. Donc ça c'est extrêmement important. Et donc pas de politique publique si on ne l'entend pas. Et je pense que très souvent, les classes moyennes se plaignent d'être l'angle mort des politiques publiques, alors que beaucoup de politiques publiques leur sont dessinées. Et ça, je pense qu'il faut qu'on le discute tous pour dire qu'est-ce qui fait que dans nos communications, on n'arrive pas à convaincre alors qu'il y a des choses. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Je reviens sur le temps long. Au Maroc, sous la vision éclairée de Sa Majesté, le temps long, c'est pas juste ça va venir. On a un nouveau modèle de développement avec une échéance, parce que vous savez que sans échéance, et des KPI. 2035, voilà où on veut arriver. Et pour la faire courte, parce que j'ai pas beaucoup de temps, on a pris 3 paris. 3 paris, c'est pas 3 slogans, ce sont 3 sujets qu'on travaille de façon synchrone, parce que sinon ça n'arrive pas. On a entendu, la classe moyenne a peur, donc il faut sécuriser pour qu'elle grandisse, pour la préserver et qu'elle grandisse. Premier sujet, la protection sociale. Il n'y a que des imminents experts ici. Je ne vais pas vous faire la leçon, je vais vous donner les exemples de ce que ça veut dire, la protection sociale chez nous. Ce gouvernement a choisi de mettre plus de 12% de notre PIB sur la couverture sociale et l'éducation nationale, pour rebondir sur ce que vous disiez. Oui, l'école. Moi, mes parents, ils m'ont mis à l'école publique, ce n'était pas un choix. La classe moyenne, quand elle envoie ses enfants à l'école, elle est publique, elle n'est pas sûre qu'ils vont arriver. Et quand ils la mettent dans l'école privée, et c'est 15% à peu près de la population marocaine, eh ben, ça pèse lourd. Donc nous, on s'est fait une promesse de réformer l'école d'abord, des maths, des langues, pour commencer. Et je remercie l'Inde, avec lesquels on a beaucoup travaillé pour apprendre sur l'éducation, et le préscolaire. Parce que l'équité, ça vient aussi du fait que dans des classes moyennes, pour que l'enfant soit stimulé entre 4 et 6 ans, c'est important, ben en fait, il faut payer pour ça. Donc le préscolaire, 80% des enfants marocains aujourd'hui vont gratuitement au préscolaire, et d'ici 2-3 ans, on espère qu'ils soient à 100%. Dans le social également, le logement. Pendant très longtemps, notre problème, c'était des gens qui est parti du rural à la ville, donc c'était des logements sociaux. Depuis 5 ans, on sait que la classe moyenne a besoin d'un appui. Donc, il y a un chèque à peu près de 7 000 € par ménage de la classe moyenne pour construire des logements, plus un système de garantie nationale, parce qu'on n'a pas des biens à donner en garantie. Donc, l'État prend sur lui de donner des garanties. Le second pari est le travail. Je rebondis également sur ce que vous disiez. Oui, il faut que l'économie crée suffisamment d'emplois pour cette classe moyenne qu'on a formée. Alors, on a investi, on a fait un beau taux de croissance, on est à peu près à 5%. Ça ne crée pas suffisamment d'emplois. Il faut qu'on rattrape d'autres sujets. Sur ça, peut-être 3 sujets. L'informalité. Alors, on ne va pas débattre sur pourquoi l'informalité. Notre sujet, c'est de créer les conditions pour qu'ils viennent dans le formel. Des statuts d'auto-entrepreneurs, on copie ce qui marche à notre façon. On a baissé les taux d'impôt sur le revenu parce qu'il faut encourager, parce que pour bénéficier des politiques publiques, il faut être en règle. On a encore un vivier très important qui est le taux d'activité des femmes. Donc là, on a encore un gisement et donc on travaille sur le digital, sur les crèches, sur les transports des femmes et le financement des femmes. Le 3e pari, c'est les territoires. Aujourd'hui, quand on parle de classe moyenne au Maroc, on parle de 2 citadins sur 3, mais une personne sur 2 dans le rural. Or, le rural représente 40% chez nous. Et si vous comparez les villes, eh ben, ce sentiment, cette sécurité qui permet de grandir, si elle n'est pas distribuée, on a ce sujet. Donc là, je veux dire qu'il y a 2 sujets importants en cours, des programmes de développement territoriaux qui sont spécialisés par région, parce qu'il faut des solutions économiques ad hoc, et on a une politique publique pour le monde agricole qu'on appelle Green Generation. Notre objectif, c'est créer 400 000 ménages dans la classe moyenne, dans le monde agricole. Et j'arrête là. Voilà. Merci. Merci Madame Feta.
D'autant qu'on a le temps. C'est juste le premier tour de table, on a le temps. C'est pour ça qu'on se dit 6 minutes chacun, mais on va y revenir. Véronique Bédague, ce que j'ai déjà entendu dans les interventions de nos précédentes panélistes, c'est évidemment le souci du logement. Vous êtes sur le terrain, vous avez aussi une vie politique, il faut le dire. Vous avez été directrice de cabinet à Matignon, vous savez comment les politiques publiques se font. Le logement, c'est un peu le point commun de tous les soucis concernant ces classes moyennes. C'est international, c'est le problème international, le logement ? Pour le coup, moi, je pense que la classe moyenne, et c'est très intéressant d'entendre tout ce que vous dites sur les classes moyennes, la classe moyenne, elle est une, parce qu'elle a une aspiration, et c'est la même dans tous nos pays, je pense. La classe moyenne, ça se définit toujours par le travail, ça commence par le travail, ils veulent travailler, il y a un revenu, ils attendent une sécurité, ça je pense qu'il ne faut pas imaginer que la classe moyenne n'ait pas besoin de sécurité, et la sécurité, ça passe évidemment très souvent par la sécurité patrimoniale, le fait d'être propriétaire de son logement. Et donc ça, la classe moyenne, j'ai envie de dire, c'était la question de la table ronde, elle est une chez nous, dans son aspiration, devenir propriétaire, mais je pense que c'est une classe moyenne qui est mondiale. J'ai l'impression que dans tous vos pays, l'aspiration, en fait, elle est la même. Cette aspiration à la sécurité, à la propriété, au fond, à l'idée qu'on monte dans la société en étant en plus grande sécurité. Alors, en revanche, chez nous, je pense que c'est un peu pareil chez vous, mais, parce que j'ai quand même regardé avant de venir à cette table ronde, mais chez nous, ce qui va faire la différence et ce qui va fracturer la classe moyenne, qui va en faire qu'elle devienne plurielle, c'est sa capacité à accéder effectivement à la propriété. Et c'est là où elle va se fracturer. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la classe moyenne qui va pouvoir accéder à la propriété et l'autre qui n'y arrivera jamais. Voilà, c'est la réalité. Et au fond, quand on se penche sur la question de savoir pourquoi une partie de la classe moyenne n'a pas accès à la propriété, c'est soit elle n'a pas accédé à la propriété à des moments où le taux d'intérêt était plus bas, les prix étaient plus bas, ou alors elle n'a pas de patrimoine, soit propre, soit hérité. Aujourd'hui, c'est le patrimoine qui va fracturer la classe moyenne, en tout cas en France. Je ne sais pas si c'est le cas chez vous, probablement le cas au Portugal, parce qu'on partage des histoires un peu communes en Europe, mais c'est vraiment le patrimoine qui va faire la différence. Et donc, moi je dirais, pour répondre à cette question, est-ce que la classe moyenne, elle est unique ? Ça dépend si la promesse tient. Est-ce que la promesse tient ? Est-ce que la promesse du travail, de la sécurité et de l'accession à la propriété tient ? Si cette promesse, elle tient, je pense qu'elle tient peut-être encore dans vos pays, je ne sais pas, mais vous m'avez parlé d'inquiétude quand même pour la classe moyenne. Alors la classe moyenne est une. Et si cette promesse ne tient plus, alors la classe moyenne devient plurielle. On voit bien que nos classes moyennes sont très différentes. Madame la ministre, chez vous, c'est l'expansion en fait de cette classe moyenne. Ça l'est chez vous aussi, Madame la ministre, mais vous m'avez dit avec une inquiétude. Et chez nous, Monsieur le ministre, je crains que ce soit plutôt une sorte de crainte du déclassement, en fait, qui atteigne nos classes moyennes. Donc avec des moments différents probablement et des inquiétudes différentes. Alors évidemment, les États tentent de répondre à cette demande de la classe moyenne. Vous l'avez dit, les classes moyennes disent, mais on n'est jamais l'objet des politiques publiques. On s'occupe de tout le monde sauf de nous. En réalité, évidemment, ça n'est pas vrai. Et face au logement, qui est quand même la première demande, celle qui apporte la sécurité, alors évidemment, les États, et vous allez tous, je pense, vous reconnaître, ont pour premier réflexe d'aider directement les classes moyennes, de dire, évidemment, on s'occupe de vous, et évidemment, on va vous aider. Alors j'ai vu qu'il y a beaucoup de mécanismes, vous, je crois que c'est directement pour les propriétaires, il y a un mécanisme aussi en Inde, vous êtes un peu plus intéressé à l'offre, je crois, mais il y a vraiment des aides aujourd'hui dans tous les pays pour que ces classes moyennes soient vraiment ciblées par des aides financières qui les aident à avoir accès à la propriété. Alors ma contribution à cette table ronde, ce serait de dire que de mon point de vue aujourd'hui, il faut quand même qu'on s'occupe de l'offre. Il faut que les classes moyennes retrouvent l'accès à un certain nombre de biens. Je pense le logement, je pense aussi le restaurant. Je pense qu'aujourd'hui en Europe, on a moins accès au restaurant qu'autrefois, ça se fait moins facilement. L'automobile, par exemple, l'éducation. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de biens qui deviennent compliqués d'accès pour les classes moyennes et qu'il faut agir sur le prix. C'est un peu moins facile d'agir sur le prix de production d'un bien que d'agir sur l'aide directe. Mais c'est une chose qu'il faut faire. Alors pourquoi c'est compliqué ? Parce que d'abord, il faut s'attaquer à ceux qui ont.
en réalité. Nous, on voit bien, hein, quand on construit des logements, il y a ceux qui sont déjà propriétaires qui se disent quand même, un logement à côté de chez moi, c'est un peu trop haut, c'est un peu trop grand, ça va faire perdre de la valeur. Donc vraiment, il y a comment est-ce qu'au fond, on fait baisser le mur des insiders. Ça, c'est un point qui me paraît extrêmement important. Et puis en Europe, je pense, alors je ne sais pas du tout comment c'est en Inde et au Maroc, mais je pense que désormais, les procédures sont devenues d'une telle complexité, la longueur des procédures pour produire du logement sont tellement longues, et le prix du temps aujourd'hui coûte. Il y a eu un moment où le temps ne coûtait rien, il n'y avait pas de taux d'intérêt, quasiment le temps ne coûtait rien, aujourd'hui le temps coûte. Moi, je pense qu'il y a un objet majeur qui n'est pas si simple que ça, qui est vraiment de simplifier toutes les procédures pour remettre de l'offre, parce que c'est finalement très simplement en remettant en magasin une offre accessible aux classes moyennes qu'on va redonner de l'espoir aux classes moyennes. Merci Véronique Bédague. Je passe le micro à présent au ministre du Portugal, ministre des Finances du Portugal, Joaquim Miranda Sarmento. Est-ce que, question simple, est-ce que les Portugais pensent que leurs enfants vivront mieux qu'aujourd'hui? Ou est-ce qu'il y a une inquiétude de la classe moyenne? Merci. Sorry, I'm going to speak in English, otherwise my French would... Je m'excuse, je vais parler en anglais. Trop embarrassant de parler français. Toutes les économies avancées font face aux mêmes difficultés. Je parle de la France, de l'Allemagne, des États-Unis et de toute autre économie avancée. Quelle est la situation actuelle? On ne peut pas comparer la classe moyenne d'aujourd'hui avec celle de 40%. On a mesuré la proportion de classe moyenne par rapport à la population totale. Il y a une petite baisse. La classe moyenne est plus petite qu'il y a 40 ans, mais ce qui est important, c'est, et là il faut parler de la crise financière de 2008. La plupart des salaires ont stagné, cela vaut pour toute la population, et on a assisté également à la réduction de la proportion de revenus de cette partie de la population. Mais ce n'est pas surprenant. Le patrimoine, cela concerne de plus en plus les entreprises, la technologie. On le voit dans les grandes entreprises technologiques américaines, leur valeur de marché augmente à perte de vue, alors que les revenus stagnent et les revenus de la classe moyenne diminuent en tant que proportion des salaires totaux. Ce que l'on voit également, c'est que le coût de la vie dans la classe moyenne augmente. Cela concerne le logement, l'éducation. Et pour le logement, cela signifie plus de dettes, plus de traites et plus de coûts pour ce qui est de la valeur nette. Cela signifie également que les biens gagnent en valeur, mais est-ce viable à long terme? Toujours sur le sujet du logement, il y a un écart générationnel, car il y a des générations qui ont un bien et la valeur de leur patrimoine augmente. Quant aux générations les plus jeunes, ils ont de plus en plus de mal à pouvoir se permettre d'acheter. Il y a de grandes perturbations au niveau des grands secteurs de l'économie, la fabrication, l'administration, car la technologie change les choses, on retrouve de nouveaux types d'emplois et on a besoin de profils avec des qualifications différentes. Alors, que faire? Que fait-on au Portugal? La société a une classe moyenne. Dans les années 80, dans les années 90, c'est la période où j'ai grandi. Mes parents étaient très optimistes vis-à-vis de l'avenir. On venait de créer la démocratie, c'était en 1974. En 1986, on est rentré dans l'Union européenne. Le pays a commencé à se développer et on était très optimistes quant à l'avenir, quant aux 40 prochaines années. Et cette assurance, elle a pratiquement disparu. Cette assurance, il faut la retrouver et pour ce faire, dans toutes les économies avancées, il faut faire deux choses. Il faut accroître la mobilité sociale
c'est-à-dire s'assurer que ceux qui sont les moins nantis puissent progresser. L'école publique est le moyen le plus efficace d'arriver à cet objectif. Je sors d'une école publique. En 1996, je suis rentrée à l'université. S'il n'y avait pas l'école publique, je ne serais pas allée à l'université. Je n'aurais jamais fait de doctorat. Je ne serais jamais devenue ministre de la Finance. Mais enfin, mais surtout, je ne serai pas professeur universitaire. Nous devons donc accroître la mobilité sociale ainsi que la résilience de la classe moyenne face au choc. Comment procéder? Et il me reste 2 minutes. Tout d'abord, on doit accroître la productivité, car c'est le principal problème, surtout en Europe. Il y a un grand écart de productivité si on fait la comparaison avec les États-Unis, surtout depuis 2008. Ces écarts, c'est l'école, le capital humain, la connectivité, la réduction de la réglementation et des taxes, un gros problème en Europe, la politique industrielle mise en place en Europe depuis 30 ans et le renforcement des partenariats. On a besoin de logements accessibles financièrement, on a besoin de plus de technologies, d'améliorer la réglementation qui entrave la construction. Par exemple, au Portugal, on a besoin de logements publics. Et au Portugal, pour les moins de 35 ans, on a créé une taxe sur le revenu spécial, c'est-à-dire que les moins de 35 ans payent 50% de moins d'impôts et ils sont exonérés d'impôts lorsqu'ils achètent un bien immobilier. Et cela permet de réduire de 15 000 € les coûts fiscaux. On doit faire croître le PIB, on doit également faire de la redistribution. Nous avons besoin des impôts pour redistribuer la richesse, nous devons accroître les épargnes, nous devons utiliser les retraites pour financer le marché. Et nous devons également renforcer nos dispositions en matière d'immigration. On a besoin d'une plus grande réglementation pour garantir l'immigration dont on a besoin. On a besoin d'un meilleur gouvernement, de meilleurs services publics, de plus d'efficacité au niveau des dépenses publiques. On a besoin d'infrastructures et d'une couverture des services publics. Et pourquoi? La classe moyenne est en colère. Et les partis d'extrême droite et d'extrême gauche sont en plein essor et arrivent au pouvoir dans certains pays. Pourquoi? C'est à cause de la stagnation des salaires, de la perte d'emploi. Les citoyens ont l'impression que le gouvernement ne leur fournit plus les services publics dont ils ont besoin, en tout cas avec la qualité et la quantité nécessaires. Merci. Je ne sais pas si vous voulez réagir sur ce que les uns et les autres viennent de dire. Il nous reste un quart d'heure de débat. Je vous propose qu'on continue à échanger 2 secondes. Et puis ensuite, dans quelques minutes, on va prendre les questions de la salle. Est-ce qu'il y a beaucoup... Levez vos mains si vous voulez bien, les gens de la salle, si vous avez des questions. Une question. C'est juste pour évaluer le temps. 2 questions. OK. There was no translation available when you said this. Il n'y avait pas de traduction lorsque vous avez dit ça. Il nous reste 15 minutes, c'est ce que je disais. Yes, thank you. I do, but I am not allowed to. En fait, vous avez tous les réponses. Les problèmes sont identifiés, mais vous êtes vous êtes les pouvoirs publics. Qu'est-ce qui est le plus difficile? À vos yeux, qu'est-ce qui est le plus difficile à faire? Pourquoi est-ce que c'est si... et qu'est-ce qui marche le mieux? Voilà, j'ai peut-être ces 2 questions-là. So, I was saying, you are the government. You all have... Vous êtes le gouvernement. C'est vous qui avez identifié un problème et vous savez ce que l'on doit faire. Vous avez une analyse complète. Ainsi, à vos yeux, qu'est-ce qui est le plus difficile à faire et qu'est-ce qui est le plus efficace à faire afin que la classe moyenne reste là où elle est ou qu'elle progresse? Vous avez quelques minutes. C'est pour que la discussion reste dynamique. Soyez rapide, s'il vous plaît.
Donc ce que j'ai demandé, c'est qu'est-ce qui est... Ce sont des dirigeants. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Qu'est-ce qui marche le mieux? Voilà, une discussion là-dessus. Thank you. Merci. Avant de répondre à votre question, j'aimerais parler du problème du logement accessible pour la classe moyenne. Il y a un programme public en Inde selon lequel les logements publics ont une valeur qui est définie. Car, par exemple, un logement à Mumbai va coûter beaucoup plus cher que dans une autre ville. Voilà pourquoi on a défini le prix d'un logement accessible financièrement à la classe moyenne. Et nous avons également calculé des intérêts subventionnés pour ceux qui souhaitent devenir propriétaires. Ainsi, la classe moyenne qui souhaite acheter un logement peut le faire à un taux préférentiel. Et c'est une chose pour l'Inde de tirer les gens de l'extrême pauvreté, de les faire accéder à la classe moyenne, de leur fournir éducation, de leur fournir également des opportunités de stage afin qu'ils comprennent ce que le marché de l'emploi souhaite. Ainsi, ces gens peuvent être prêts à saisir une opportunité d'emploi. Voilà pourquoi on leur octroie des emprunts à taux préférentiel pour qu'ils puissent lancer leur propre entreprise. Chaque banque du vaste territoire d'Inde doit donner à une femme, doit pouvoir octroyer des prêts à des femmes, peu importe leur situation. Ainsi, ces femmes peuvent accéder à un prêt à un taux préférentiel sans aucune garantie et elles peuvent ainsi lancer leur propre entreprise. Ainsi, donc trouver un emploi, c'est une chose, mais lancer sa propre entreprise, c'est une autre. Et le gouvernement fournit des aides. Ces entreprises peuvent devenir de bonnes start-up. Certaines font partie de la centaine de licornes qui ont fait leur apparition en Inde. Donc ça, c'est ce que nous avons réussi à faire. Mais ce qui a été surtout très difficile, c'est de maintenir ces entreprises là où elles sont. Question, est-ce que vous voulez répondre à mes... On fait le pub. Vous aviez des questions, si vous voulez bien. Est-ce que vous voulez me les adresser? S'il y a des micros qui circulent, allez-y, peut-être le monsieur là-bas. Je vais prendre 3 questions. Et la jeune fille, pardon. Il y avait la jeune fille. Oui, bonjour. Des questions courtes, si vous voulez bien. Très courtes, oui. Je voulais juste savoir quel est le poids du secteur informel dans une économie marocaine ou dans une économie indienne et comment identifie-t-on dans ce secteur-là une classe moyenne? Merci, monsieur. La jeune fille, le poids de l'économie informelle. Bonjour. Moi, j'étais un peu interpellée, du coup, en apprenant que le processus de moyennisation, si on peut l'appeler comme ça, dans vos beaux pays était plutôt un processus positif. Or, nous, en sociologie française, on voit plus ce processus de moyennisation comme quelque chose d'un peu plus péjoratif parce qu'il induit et des distances interclasses avec des classes plus supérieures ou plus populaires, mais aussi avec des distances intraclasses, c'est-à-dire que dans cette classe moyenne, on va avoir justement, nous, moins une perception d'opportunité, comme vous avez parlé, Madame la Ministre, d'opportunités pour les jeunes, notamment les enfants. En France, on a un petit peu moins ce point de vue-là. Et ma question, elle est que comment comptez-vous entretenir ce côté plutôt positif, là où l'économie va donner un peu plus de social et d'opportunités, notamment pour les jeunes? Comment, face à des pays voisins et amis comme la France, qui perçoivent ce processus de classe moyenne un peu plus péjorativement, sociologiquement, comment vous comptez-vous le garder positivement dans vos pays? Classe moyenne, pour vous, c'est négatif? En sociologie, en tout cas, on l'apprend aujourd'hui au lycée notamment, plutôt comme un processus qui crée plus d'inégalités que ce qu'on le pense. Ok. Dernière question, pardon, hein, mais le monsieur là qui avait levé la main, désolé. Une question courte alors, s'il vous plaît, parce que là on a eu un cours de sociaux, c'est sympa, mais question courte. Au Maroc, en fait, j'ai l'impression que vous reproduisez ce qu'on a fait en France.
et qui a provoqué l'effondrement des classes moyennes en France. Est-ce que vous tenez compte des mauvaises expériences françaises pour éviter que ça se produise au Maroc? Ok, beaucoup de questions pour Madame Feta. Je vous en prie. On va faire le Maroc. Bien. Je vais évacuer celles auxquelles je ne vais pas répondre. J'observe ce qui se passe en France, mais non, on est suffisamment occupé avec le Maroc et on a l'obligation de voir les bons exemples et les mauvais exemples et les adapter à notre réalité. Et ça, c'est... Sur l'informel, j'ai répondu. Il y a des gens qui disent 30%. Franchement, ce qui est le plus important, cette protection sociale, elle a permis, je vais vous donner un chiffre intéressant, pendant 60 ans d'âge de la Caisse de sécurité sociale, seulement 8 millions de Marocains étaient inscrits. Après le Covid et une réforme, 22 millions sont venus en 18 mois. D'abord parce qu'il y avait des lois et parce qu'enfin, ils pouvaient aller à l'hôpital public, qui n'est pas encore au super niveau, mais qui va bien, mais ils pouvaient aller se soigner à la clinique privée, pris en charge par l'État. Donc notre obligation, c'est de dire l'informalité, c'est un coût pour vous, pas pour l'État. Les politiques publiques sont là, mais venez. Et pour ça, c'est à nous de démontrer la première chose. Et sur les jeunes, je pense qu'il faut tout travailler en même temps avec la même énergie. Et les gouvernements ont des choix, ils font des paris. Et ça, je ne suis pas là. Essayer de faire tout en même temps, c'est ne pas choisir. En revanche, je pense qu'il n'y a pas une classe politique dans le monde, dans les années futures, qui ne sera pas interpellée par sa classe moyenne. Pas parce qu'elle est ingrate, mais parce qu'elle voudra plus. Et je vais vous donner un exemple au Maroc très concret, qui n'est pas la classe moyenne. On a mis 7 ans à monter un registre en travaillant avec l'Inde sur les aides sociales aux plus vulnérables. Sur les dépenses, pas sur les revenus, parce que informalité, etc. Le moment qu'on mette en œuvre et qu'on commence à distribuer cette aide à 4 millions de ménages, eh bien, figurez-vous que dans ces indicateurs, la dépense Wi-Fi était considérée comme un luxe. Et aujourd'hui, ce n'est pas possible. Quand on dit qu'on veut que les enfants aient des cours de soutien et que le digital est fondamental, à quel moment on peut dire aux populations les plus vulnérables, si vous mettez 20 €, eh bien, ça y est, vous êtes plus vulnérable. Et donc, c'est que les gouvernements doivent se remettre en cause parce que le monde change, parce que les prix flambent. Et surtout, ce qu'on veut, c'est que l'ambition ne baisse jamais. Donc, ce qu'on doit à nos jeunes, c'est leur dire, oui, l'avenir sera bon et on y travaille avec ce qu'on peut. Voilà. Merci. Est-ce que, juste avant de passer peut-être la parole, à moins que quelqu'un veuille intervenir, avant de passer la parole peut-être à Patrick pour les 2 dernières minutes, Mrs. Sitaraman, peut-être en Inde, qui est un pays super digital, est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle met en risque votre classe moyenne? Maybe in 2 minutes. Et en réalité, beaucoup de personnes comprennent l'IA et utilisent ces solutions et proviennent de la classe moyenne, car l'éducation s'est généralisée en s'orientant vers les disciplines scientifiques. Cela fait 40 ans que l'on essaie de renforcer l'éducation. Et aujourd'hui, ceux qui souhaitent avoir des solutions basées sur l'IA viennent majoritairement de la classe moyenne. Et ils viennent également de la classe moyenne s'ils souhaitent se former à l'utilisation de l'IA. Certains peuvent se sentir mis à l'écart à cause de l'IA. Dans ce cas, il y a des camps de formation sur l'IA subventionnés. Ainsi, il y a ces camps de formation au niveau des districts avec l'intervention des partenariats privés. Et des entreprises, par exemple, cherchent des compétences spécifiques, ils viennent les demander. Donc ce n'est pas un camp d'entraînement, de formation qui est lancé exclusivement par le gouvernement. Les entreprises viennent orienter ces formations, surtout dans cette économie. Si l'on devait retenir un indicateur, c'est que 40% des importations sont dues aux PME. Et il s'agit d'industries qui s'adaptent rapidement aux modèles économiques basés sur l'IA.
Ces industries cherchent des profils qui viennent leur offrir des modèles basés sur l'IA. Alors, avant que l'IA ne devienne ce concept négatif, de voleur d'emploi, on avait cette idée que l'IA allait arriver dans l'industrie pour apporter des capacités. Ainsi, cela viendra contribuer à des centres de compétences qui se trouvent à l'échelle mondiale. Il y a des centres de données, par exemple, qui sont présents dans le monde entier. Et l'Inde est le pays qui en retient le plus, car il y a des personnes qui sont tout simplement compétentes pour l'utiliser. Merci. Je vais donner donc, si personne n'a de mots à ajouter, je vais donner la parole à Patrick Artus pour un mot de conclusion. Une minute. Bon, on a vraiment clairement vu deux groupes de pays. Donc le Maroc et l'Inde, où la classe moyenne devient plus nombreuse, où elle est plutôt optimiste, hein, et la France et peut-être à moindre degré le Portugal, où la classe moyenne devient moins nombreuse et elle est plutôt pessimiste. Alors la question est de savoir si cette différence vient des politiques publiques. Est-ce que l'Inde et le Maroc font de bonnes politiques publiques favorables au logement, à l'éducation et donc à la création d'emplois et donc maintiennent une classe moyenne plus nombreuse et optimiste? Ou est-ce que la France et le Portugal ne font pas ces politiques? Ou est-ce que c'est simplement une question du niveau de développement? L'Inde et le Maroc ont des croissances à 5 ou 7%, transforment leur secteur informel en un secteur formel. Et la France et le Portugal ont une croissance extrêmement faible. Et cette croissance extrêmement faible, avec le vieillissement démographique, ferait des problèmes de finances publiques, qui fait que l'État n'a pas d'argent et ne peut pas faire de politique publique. Donc je ne sais pas si c'est simplement un problème de position dans le cycle de croissance du revenu, l'Inde et le Maroc étant au début de ce cycle et la France et le Portugal étant à cette fin, ou si c'est un problème de qualité des politiques publiques. Bon, je crois que l'Inde et le Maroc sont très contents, mais on va féliciter aussi la France et le Portugal. Merci à vous d'avoir participé à cette table ronde.